J'arrive là avec mon sac, je fais assez jeune. J'arrive dans ce commissariat, personne ne me connaît, je connais personne. On me dit bah voilà, ce sera ton bureau, voilà, ce sera tes collègues. Je te présente un tel, un tel et un tel. Et les mecs m'attrapent. Ils allaient justement faire une perquisition chez un mec. Ils avaient un mec en garde à vue. Il s'était fait interpeller la veille par la victime. Il était en train de démonter sa bagnole dans un parking. La victime arrive, il voit que sa bagnole est en train de se faire désosser par ce gars-là. Il lui fout des coups d'extincteur sur le crâne, sur les épaules, etc. Donc le mec a une clavicule un peu abîmée. Il a du sang sur son t-shirt, sur son jogging. Il a le visage déjà un peu marqué. Et on doit aller faire une perquisition chez lui pour retrouver des pièces détachées de bagnole ou je sais plus ce qu'on cherchait à ce moment-là. On arrive au pied de la cité avec ce gars-là qui est déjà sérieusement amoché et on tombe sur une partie de sa fratrie, notamment son grand frère, qui est avec tous ses potes en bas de la tour et il pense que c'est nous qui l'avons mis dans cet état-là, donc ça part en couille tout de suite. Ça vire à la bagarre, étranglement, ça finit dans le caniveau, on se fait copieusement insulter, il y a les mecs qui se rapprochent. Et moi, on m'avait donné la garde du mec qui était en garde à vue, il était menotté, il était là avec son jogging dégueulasse, sa gueule amochée, puis lui il commence à s'exciter. Quand il voit que son frère est en train de taper des flics, qui sont eux-mêmes en train de les taper pour essayer de le maîtriser, que les collègues de la cité se rapprochent un petit peu, lui ça l'excite, ça lui donne un petit peu l'envie d'en découdre. Et j'étais complètement dépassé par le truc, je venais d'arriver, je savais pas où j'étais, je connaissais même pas le prénom des mecs avec lesquels j'étais dans la bagnole. Et je me retrouve bloqué d'un côté de la grille qui donnait l'accès à la cité. La grille se referme et je me retrouve tout seul avec lui et ses potes qui se rapprochent autour de moi. Finalement, le truc s'est un peu calmé. On a réussi à interpeller donc le frère qui était venu taper un des collègues à ce moment-là. Mais il n'y avait plus de place dans la bagnole pour le ramener, donc je me suis retrouvé avec un collègue tout seul à devoir rentrer à pied au commissariat. C'était mon premier jour. Mais là, ce jour-là, de toute façon, c'était complètement accidentel. Hein. J'arrivais là-dessus, il y avait ce truc-là qui se montait, il y avait besoin d'un mec en plus, j'y suis allé avec eux. C'était pas voulu du tout, mais c'est vrai que ça pourrait ressembler avec du recul à un rite initiatique, ouais. C'est pas la ville la plus dure. Il y a des villes emblématiques comme Saint-Denis, comme des villes dont on entend beaucoup parler. La mienne est plus petite, mais il s'y passe à peu près les mêmes choses à une échelle plus réduite. C'est une des petites villes emblématiques de ces banlieues, ex-banlieues rouges, avec toute une histoire, avec une architecture particulière, avec une situation vis-à-vis de Paris qui leur donne un charme bien particulier. On connaît rapidement les gens qui y habitent, on connaît rapidement notre clientèle, en tout cas on finit très très vite par la connaître et la maîtriser. On parle de clients notamment pour les clients les plus fidèles. Après on a des touristes, on a des mecs qui n'ont rien à foutre dans un commissariat. C'est des victimes accidentelles. Et finalement, elles finissent par compter un peu moins que les autres. Ceux qu'on voit évoluer au fil du temps, c'est vraiment ça notre clientèle. À suivre. Je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, mais il y en a que j'ai vu grandir. Je les ai vus devenir, passer d'adolescents à adultes. On a entendu leur voix changer, leur physique changer, leur discours sur la vie changer, leur attitude. Sur arteradio.com. Ça va de gamins de 12 ans parfois jusqu'à des cadavres. Donc en fait, on fait vraiment tous les âges de la vie. Allez-y, monsieur. Ah bah c'est bien gentil, merci. Ouais, c'est même pas une cité en fait. Ils ont mis la main sur ce petit coin, ce petit endroit de la ville, qui est desservi par plein de petites rues à sens unique. Ils mettent des chauffes un peu partout. Normalement, il y a toujours un chauffe ici, mais il y a personne. C'est dingue. Un terrain, c'est un point de deal. C'est une cité dans laquelle ça va vendre du shit, de l'herbe ou peut-être un peu autre chose parfois. On peut appeler ça un four, on peut appeler ça un point, on peut appeler ça un terrain. Et puis il y a toute la hiérarchie du terrain justement. Il y a le guetteur, il y a le découpeur, le pointeur, le trésorier, le tartineur, le charbonneur. Il y a le mec qui va recharger le point avec la matière, il y a le mec qui va vendre la matière, il y a le mec qui va récupérer l'oseille, il y a le trésorier, il y a la banque, le pointeur, celui qui fait les comptes à la fin de la journée. Tout ça, c'est des termes qu'on découvre en entrant dans la boîte et qu'on finit par s'approprier complètement. Artena.
Le guetteur, c'est le petit mec qui va être payé pour passer 12 heures à un coin de rue et annoncer tous les mouvements suspects qu'il va pouvoir détecter. Une descente de police, une bagnole suspecte, un mec un peu louche. Ouais, ils se posent toujours à des trucs stratégiques, ils veulent voir tous les axes. Le guetteur, c'est ça. Lui, c'est la sécu. Il y a toujours un mec qui fait la sécu sur un point. Son boulot à lui, c'est de faire en sorte que ça se passe bien. C'est un peu de surveiller si le tartineur, donc le vendeur, il y a une descente de police, le tartineur se barre en courant et laisse la matière ici dans les couloirs. Le mec de la sécu, justement, c'est lui dire non, la matière tu la prends, tu la déplaces. Tu la caches avant de te barrer. C'est le mec aussi qui va régler les différends quand un mec veut pas payer ou qu'un mec est casse-couille. Et c'est un peu le vigile de la cité. Donc là, ils ont mis les consos en attente. C'est les consommateurs. Eux, ils les appellent les bolos, ouais. Je le connais. Le tout petit avec les cheveux longs. Ouais, le rechargeur ou le charbonneur, ouais. Son job, c'est de faire la navette entre les endroits où est cachée la matière stupéfiante et l'endroit où elle est vendue. Lui, il est en contact direct avec l'ensemble de l'équipe et il se tient au courant. Dès que la matière commence à manquer, le mec va prendre son scooter, la bagnole, il va y aller à pied, en trottinette, à vélo. On a vu tout exister, hein, tous les moyens de transport existent. Et il va aller faire la navette pour aller recharger le point rapidement. Il ne faut jamais qu'il y ait de pénurie. Une pénurie, c'est des consommateurs en moins, c'est des clients pas contents. Donc les mecs, ils mettent vraiment un point d'honneur à ce que tout le monde soit servi, bien servi, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Pas de pénurie. Le gérant local, c'est le mec qui mettra jamais les mains dans la matière, il touchera jamais la matière, il fera jamais aucune transaction, il touchera même pas à l'argent. Mais lui, c'est les yeux, les oreilles du patron. C'est lui qui donne les consignes, c'est lui qui organise la vie des uns et des autres. Ils font comme nous, en fait, les mecs. Ils arrivent le matin, il y a l'appel, on leur dit, bon ben voilà, l'émission de la journée, toi tu vas être guetteur, toi tu vas être tartineur, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. Plus tu montes dans la hiérarchie, et plus c'est des mecs qui vont être amenés à avoir un rôle récurrent dans l'équipe. Les guetteurs, ils sont interchangeables. Il y en a des bons, ils sont repérés, les mecs les réemploient régulièrement. Il y en a des moins bons, ils en veulent plus, ils les envoient chier quand ils se présentent le matin pour travailler. Si le vendeur de la veille s'est fait péter, ou il est pas venu, ou il est malade, ou peu importe, il est en stage, c'est comme dans une petite PME. Du coup, le chef de point, il va dire bon bah aujourd'hui c'est toi qui vas faire le vendeur. Lui, ça l'indique. Il se trouve qu'il est monté un petit peu en puissance au sein du trafic, lui, sans notre aide. Hein. Le chef de point l'avait plutôt à la bonne. Donc il lui a confié des rôles de plus en plus importants. Et on sait maintenant par d'autres sources que c'est lui qui, quand il arrive le matin, dit bah toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, la matière, elle arrive à telle heure, vous allez la dispatcher là, là, là et là. C'est lui qui fait ça, donc c'est un rôle d'importance. C'est-à-dire que les gamins qui eux travaillent sur le point tous les jours, ils connaissent que lui. Pour les gamins, c'est lui le patron. Même si en fait lui c'est vraiment un tout petit rouage d'une grande chaîne qui remonte très très haut. Mais c'est lui qui dispatche la matière quand elle arrive, c'est lui qui donne les rôles des uns et des autres. D'ailleurs la matière, enfin le stup qui va être vendu dans une cité, il peut être commun à plusieurs cités. En très haut lieu, c'est les mêmes circuits d'approvisionnement. Il y a quelques mecs qui ont leur propre circuit et qui ont besoin de personne d'autre, mais souvent il y a des grossistes ou des demi-grossistes et ils vont pouvoir approvisionner plusieurs cités, même dans d'autres départements par exemple. Ça va de 3-4 000 pour les points les moins florissants à 22-25 000 pour les points les mieux organisés. Ce qui explique le fait que les mecs se soient armés aussi. Ça aiguise les appétits des uns et des autres. Quand tu fais un point et que tu génères à la fin de ta journée 20 000 € de bénéfices, ou en tout cas de résultats, forcément il va falloir que tu t'équipes un peu parce qu'il y a des mecs qui vont essayer de croquer ton bénéfice. Le bar des deux frères là, qui est là-bas, le grand bar de tous les receleurs de la commune. Le Ferryville, juste à gauche là, c'est tous les dirigeants du point, ils se donnent rendez-vous ici. Donc c'est un bon repère aussi pour quelques têtes du quartier. Ouais, on les connaît. À force d'écouter les mecs, à force d'avoir les mecs en audition, en garde à vue, d'écouter ce qui se dit, etc., on finit par se faire une idée assez précise des rapports de force dans tout un quartier. On sait qui sont les équipes montantes, on sait qui sont les nouveaux mecs, on sait qui sont les anciens, on sait qui est en tôle, qui va sortir. On surveille aussi pas mal les numéros d'écrou des mecs. Des mecs qui sont tombés il y a 7 ans et qui étaient les anciens chefs de poing. Quand on sait que ces mecs-là vont sortir, on sait que ça va faire bouger les lignes. Les rapports de force vont changer. Il va peut-être y avoir la tentation pour les mecs qui sortent de tôle de récupérer une partie du terrain qui était de leur il y a quelques années. Généralement, les mecs sont des commerçants, ils arrivent à s'entendre. À suivre. Mais la négociation, c'est un peu comme dans un conflit entre États. On va essayer de négocier au moment où le rapport de force nous est le plus favorable. Donc même si on sait que les mecs vont finir par s'asseoir autour d'une table pour se partager un petit peu les quartiers et la part du gâteau, sur arteradio.com. régulièrement ils vont quand même sortir les armes. Ça peut arriver.
Quand tu travailles dans les stupes, comme dans tout un tas d'autres services qui s'occupent de délinquance et de criminalité organisée, tu vas essayer de coller au plus près des horaires des mecs que tu chasses. C'est des mecs qui vivent la nuit, c'est des mecs qui vont se lever très très tôt, qui vont se coucher très très tard, ils vont faire des trucs à 6h, à 5h. Donc forcément, tu vas être amené à décaler tes horaires. Les horaires de bureau, ils ont tendance à disparaître. Tu vas faire des heures sup, tu vas travailler toute une nuit, puis le lendemain, il faudra quand même être au bureau. Il y a des temps d'attente qui sont infiniment longs. On peut passer 6 heures, 7 heures, parfois toute une nuit, toute une journée, parfois 24 heures dans un appart à surveiller des mecs. Il y a des appartements qui sont au cœur d'une cité, tu peux pas y entrer à midi et en sortir à 18 heures. Tout le monde va t'en voir sortir de l'appart, puis là c'est fini. Tu peux mettre une croix sur ta procédure et c'est terminé, les mecs vont tout changer. Donc t'es obligé d'y entrer à 5 heures du matin et d'en sortir à 3 heures du matin. On va surtout se mettre sur l'équipe en fonction du niveau de connaissance qu'on a, de la façon dont elle fonctionne. Si on a une bonne info, si on a un mec qui est dans le tour, un mec qui travaille chez eux mais qui peut nous donner des infos, des témoignages anonymes ou des dossiers qu'on a eus par le passé sur cette équipe, on a appris à mieux la connaître qu'une autre. Elle nous est moins opaque. Donc on va s'y mettre, on va se mettre à travailler sur eux. Les points de deal sont connus, les chefs sont connus, on sait un peu comment fonctionnent les rapports de force entre les équipes. On a affaire à des PME qui sont gérés par des mecs de tous âges. On peut avoir des mecs de 20 ans qui sont déjà très très hauts dans la hiérarchie. On peut avoir des mecs de 30 ans qui sont complètement rincés, qui n'ont jamais complètement évolué dans le business, qui restent vraiment stagnants, on va dire. Et quand tu commences à te lancer dans une enquête comme celle-là, tu vas apprendre à les connaître. Tu vas vivre avec eux, on va les mettre sur écoute. On les écoute vivre, on écoute leurs conversations avec leurs femmes, avec leurs amis, avec leurs potes de foot, avec leurs potes de cité, avec leurs partenaires de commerce, on va dire. Et c'est vrai qu'avec ces mecs-là, finalement, c'est une sorte de complicité à sens unique, parce que nous, on les écoute, on les regarde, on les suit, mais eux ignorent tout de ce qu'on est en train de faire sur eux. Sauf jusqu'au jour où on ira les péter, quand on les serre, quand on les a devant nous enfin, quand on les a vraiment en chair et en os et qu'on peut vraiment leur montrer le boulot qu'on a fait et qu'eux vont devoir s'expliquer sur les faits qu'on leur reproche. C'est là qu'il y a une forme de complicité qui se noue. Parce qu'ils savent très bien aussi que quand ils sont devant nous, c'est que ça fait déjà 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans qu'on travaille sur eux. Il y a du chambrage. On va se taquiner un petit peu. Il y a des mecs qu'on connaît parce qu'il y a des mecs qui nous connaissent parfois même mieux qu'on ne le pense. Ils connaissent nos surnoms, ils nous ont tous donné des surnoms dans la rue. Genre Gueule d'Ange, Scofield, Le Turc, des trucs comme ça. Des surnoms qu'on apprend à connaître avec le temps parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on se fait appeler dehors. Il y a parfois des rivalités très très fortes entre collègues, beaucoup plus fortes qu'entre un flic et un mec de la rue par exemple. Moi j'en viens à avoir parfois plus d'estime pour certains des mecs que j'ai en garde à vue qu'avec certains de mes collègues. À suivre. Je vais les trouver beaucoup moins intéressants. Leur vision du monde, leur parcours, c'est vachement plus étriqué parfois que certains mecs que j'ai en face de moi. J'ai l'impression d'avoir des... C'est pas des pépites, mais intellectuellement, humainement, on a affaire à des sacrés personnages. Sur arteradio.com. Donc des mecs qui ont un certain charisme, qui ont une vision de la vie un peu particulière, bien sûr, mais avec lesquels parfois on a plus de points communs ou de sujets de discussion qu'avec des mecs avec lesquels je vais travailler tous les jours, qui portent le même uniforme et qui font le même boulot que moi. Un mec qui va commettre une infraction à Bobigny ou à Saint-Denis ou à Saint-Ouen ou à Aubervilliers, il n'aura pas du tout la même décision que le mec qui aura commis exactement la même infraction à Angers, à Tours ou à Besançon. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que c'est un truc qui m'a vachement marqué quand je suis arrivé, c'est qu'il y a un code pénal qui est le même sur tout le territoire. La loi s'applique, est censée s'appliquer de la même manière un peu partout. Mais il y a une marge d'appréciation qui est énorme et elle est vachement tributaire aussi de la charge des tribunaux. Tu travailles avec le TGI de Bobigny, ce qui est mon cas. Les mecs voient passer tellement de dossiers par jour que forcément les décisions qu'ils vont être amenés à prendre vont être beaucoup, beaucoup plus légères. Ils peuvent pas engorger les prisons, ils peuvent pas engorger les tribunaux. Dans la majorité des cas, tu vas avoir un rappel à la loi, c'est-à-dire un petit bout de papier signé par l'officier qui va dire au mec t'as 6 mois pour où tu vas être un peu sur la sellette, faut pas que tu recommences, attention, c'est comme un petit coup de règle sur les doigts, mais c'est un petit bout de papier, le mec peut le déchirer, le mettre à la poubelle dehors, c'est pareil.
Le même mec, il aura commis la même infraction à Angers et il va prendre du sursis, par exemple. La disparité peut aller de là, d'un rappel à la loi à une peine de prison. Il a 20 mois de prison à faire. Donc, il a été contrôlé, il y a une fiche, mais il l'a ramené. Donc il va être placé en rétention, on va appeler le tribunal et on va voir si le tribunal veut mettre à exécution la fiche ou s'il le renvoie dehors. Souvent, il les renvoie dehors. Ce qu'on fait, ça va être transformé en chiffres qui vont être digérés par tout un tas d'administrations pour qu'à la fin, le préfet, le ministre, le directeur départemental puissent produire des chiffres devant les médias, devant ses chefs à lui, etc. Tout ça, c'est une grande digestion de la réalité. C'est complètement bidon. Il faut sortir des dossiers, il faut faire des belles affaires de temps en temps, il faut faire de la résolution d'affaires. Ça, c'est un truc, tous les commissariats sont évalués sur le nombre d'affaires et élucidés. Bon, après, on va accumuler, on va faire parler des chiffres qui n'ont aucun sens, on va additionner des lignes qui sont même pas censées se rencontrer. De toute façon, c'est pas du tout quantifiable. C'est purement humain, tout ce qu'on fait, c'est que de l'humain. Ça peut jamais être traduit en chiffres. Quand on tombe sur des patrons, des commissaires qui ont cette philosophie-là aussi, qui comprennent que ce boulot-là ne peut pas fonctionner avec des chiffres, on peut pas avoir un mode de gestion où on gère pas un commissariat comme un McDo ou une entreprise lambda. J'ai besoin de la numéro de crosse de M. Doucouré. Enfin. C'est qui le commissaire de Tarn? Anta, la promenade. C'est le réviseur du matin. Une réussite, c'est les rencontres que je vais faire. C'est le niveau de connaissance que je peux avoir sur un quartier, sur une cité, sur un mec, sur une famille, sur le fonctionnement de tout un business. À suivre Ça, c'est passionnant, c'est fascinant. Plus on avance, et plus on va comprendre un mécanisme. Ça, il y a un truc hyper exaltant. sur arteradio.com. On connaît des trucs sur les mecs. Il y a une forme d'intimité quand même qui se dégage d'une enquête. De toute façon, un indique qui serait blanc comme neige, ça n'existe pas. C'est pas un mec intéressant pour nous. Quelqu'un qui a rien à se reprocher, c'est pas un mec qui a des infos à nous donner. Il y a des mecs qui sont vraiment peu fréquentables. Des mecs qui vendent de la drogue, des mecs qui vendent des bagnoles volées, etc. Pour en faire tomber 3, on est obligé d'en protéger un. C'est toujours un peu le dilemme. Notamment en stup, c'est ça qui est compliqué à accepter, même pour nous. Et encore moins... c'est encore plus dur pour les gens de l'extérieur. C'est l'idée qu'un mec puisse être protégé par la police alors qu'on sait que c'est un mec qui a des trucs à se reprocher. C'est un vrai délinquant. On va pas attendre la même chose de tous les indiques, mais de manière assez surprenante, moi ce qui m'a le plus étonné quand je suis arrivé, c'est que j'ai très vite compris qu'il y en avait qui demandaient que ça, travailler avec nous. Hey, tu sais que Hans, tu l'as revu ou pas, le mec qui voulait donner des infos? Non. On est confronté à des mecs qui spontanément, dans le cours de leur audition, même parfois de manière un peu non maîtrisée, vont se mettre à parler. D'autres mecs, de concurrents, de mecs d'autres cités, de trucs qu'ils ont entendus ou vus. Les mecs vont s'allonger sur 2-3 trucs, ils vont donner quelques infos, ils vont regarder comment on réagit à cette info. Nous, on va essayer de regarder aussi un peu qui est le mec qui nous la donne, pourquoi il nous la donne, d'où il vient, quel est son intérêt. On se sonde mutuellement comme ça. En dépit de tout ce que les textes de rap peuvent dire, de tout ce que l'administration policière peut dire sur la frontière qui nous sépare des mecs qui sont dans la rue et nous, c'est jamais aussi étanche que ça. Ah oui. Il y a pas mal de complicités qui peuvent se nouer. C'est pas des complicités crapuleuses, mais c'est une certaine entente intellectuelle. Et puis il y a l'intérêt, il y a un intérêt commun. Quand un mec se retrouve en garde à vue et qui vient d'être papa et qui risque 5 ans, et il sait que derrière il y a un paquet de mecs, de concurrents ou de mecs qui lui ont fait des crasses, qui l'ont extorqué du pognon, qui l'ont escroqué sur des affaires, la tentation est grande pour lui d'aller en balancer quelques-uns. Ça lui donne les coups des franches pour continuer son business si jamais il ressort. Et ça lui permet d'échapper à une décision pénale trop lourde. Là, il bosse, Polo, ce week-end? Des indices réguliers, des mecs avec lesquels on a des rapports vraiment réguliers, il n'y en a pas tant que ça. Il y a pas mal d'indices opportunistes. C'est du one-shot. Le mec est là, il donne une info, il nous demande d'intercéder en sa faveur auprès du magistrat ou du juge, on peut le faire. On peut le faire dans une certaine mesure. Il ne faut pas que le mec soit un baron de la drogue et qu'il nous donne juste un mec qui a volé des bagnoles. Il faut que ce soit proportionnel à l'infraction que le mec a commise.
Parfois, les mecs se trahissent sans même le vouloir. C'est pas forcément des balances, mais ils vont vite comprendre que là, il y a un coup à jouer pour eux. Ils vont en dire un petit peu plus que ce qu'il en faudrait. Et puis nous, ça va nous permettre d'utiliser cette info un peu plus tard. Après, c'est des mecs qu'on protège. C'est des mecs avec lesquels on aimerait travailler sur le long terme. Ça demande une gymnastique extraordinaire. Il faut surtout pas que dans le commissariat, ça se sache. Il faut surtout pas que dans la rue, ça transpire. Donc, il y a des mecs avec lesquels on va monter des fausses affaires. On va faire semblant de travailler sur eux, on va leur remettre des fausses convocations pour passer devant le juge alors que tout est bidon. On les a tout le temps au téléphone, ils nous appellent le jour, la nuit, ils nous demandent des services, ils nous donnent des infos. Ahmed, le mec qui a appelé tout à l'heure, il a dit Abdel ou Malik? Quand un collègue sait que tel mec va donner pas mal d'infos à tel ou tel service, il va essayer de le retourner à son profit. Donc il y a des grandes rivalités qui vont s'installer, il y a des grandes mises en scène qu'on va tenir même vis-à-vis de nos propres collègues pour protéger les indiques, parce qu'ils risquent leur vie et que moi j'ai pas envie d'avoir un cadavre sur les bras. Ni sur la conscience d'ailleurs, déjà parce que c'est du boulot et puis c'est des insomnies. On n'a pas envie que le mec se fasse planter ou flinguer à la sortie du commissariat. Et puis il y a pas mal de femmes aussi qui bossent avec nous d'une certaine manière. Parce qu'elles sont la concubine, elles sont les maîtresses, elles sont les femmes officielles, ou alors elles sont les femmes éconduites par certains chefs de poing, certains dealers assez haut placés. Et mine de rien, c'est des sources d'informations assez précieuses. Elles connaissent beaucoup sur la vie du quartier et la vie des mecs. Pas très compliqué d'arriver au commissariat et de nous balancer un peu que le mec a des armes, elle peut nous dire où il les cache, elle peut nous dire dans quels appartements il va le soir, etc. À suivre. Comme toujours, comme les relations de couple sont compliquées de manière générale et qu'elles le sont d'autant plus dans ce milieu-là, Sur arteradio.com. il y a toujours un moment où une nana va avoir envie de se venger d'un mec qui lui a fait une crasse. On voit tout de suite quand le mec est important dans le business, quand le mec a vraiment l'habitude de la police ou de la bicrave. La garde à vue, c'est un truc humiliant, ils en ont déjà fait. Pour eux, c'est un truc de gamin de finir en garde à vue. Leur intérêt, c'est justement d'éviter la police. Ils croisent les collègues dans la rue, parfois ça peut arriver avec certains. On se serre la main, on peut discuter 2 minutes. Et ça va changer complètement le rapport. Et les anciens vont attacher vachement d'importance à la qualité des rapports qu'ils vont avoir avec la police, par exemple. Ça montre que c'est des mecs aussi qui ont un certain bagage, un certain parcours dans la délinquance ou la criminalité. Et ça montre que le respect qu'ils ont obtenu de la rue et des plus petits, d'une certaine manière, ils ont aussi réussi à obtenir une forme de respect de la part de la police. Et généralement, c'est le premier truc qu'on dit aux gamins. C'est vraiment le manque de maturité qui va faire en sorte que sa garde à vue va très très mal se passer. Le mec va passer un sale quart d'heure, ça va être compliqué. Il va être toujours dans la provoque, il va pas vouloir répondre aux questions, il va y avoir des injures, etc. Ça va tendre tout le monde. On sent qu'il y a une quête permanente. Que ce soit de la part des collègues ou des mecs de la rue, il y a toujours une quête du respect. Certains collègues, les plus jeunes, dont je fais partie bien sûr, vont mélanger le respect et l'autorité. L'autorité et la peur qui sont susceptibles d'inspirer auprès des mecs de la rue. Je pense que ces mecs-là sont évidemment dans l'erreur. Les mecs se plantent. Au même titre que les mecs en face, les mecs de la rue, ils vont croire qu'ils vont obtenir leur respect en cognant fort. C'est un réflexe conditionné, peut-être par la peur, que les mecs apprennent à abandonner. Il y a des manques de respect qu'on tolère, sur lesquels on arrive à passer l'éponge. Le mec est complètement en transe, il est menotté au banc, il va insulter tout ce qui bouge. Il va y aller très très fort. Il va vraiment chercher le point de rupture. Quand tu as affaire à des mecs intelligents, des collègues intelligents, ce point de rupture, on l'atteint jamais. On sait faire la différence. Entre un mec qui insulte vraiment gratuitement et puis un mec qui insulte parce qu'il est dans son rôle. La procédure pénale a vachement changé, le rôle des avocats a pris vraiment beaucoup d'ampleur. À mon sens, c'est pas un truc qui les protège plus que ça. Ça a tendance à prendre des proportions un peu burlesques. Quand tu vois que sur une garde à vue de 24 heures, le mec, tu vas l'auditionner 30 minutes et tu vas passer peut-être 3 heures à contacter l'avocat, attendre le médecin, attendre l'avocat, faire signer les papiers à l'avocat, lui donner connaissance de certains procès-verbaux de la procédure. Très très lourd. Et les mecs, souvent, quand ils arrivent en garde à vue, les mecs qui connaissent bien la garde à vue ne demandent pas d'avocat pour gagner du temps. L'avocat, c'est plus un truc qui leur met des bâtons dans les roues. À suivre. Mais ils le savent aussi que ça nous donne du boulot derrière. Donc il y en a beaucoup, ils arrivent en garde à vue, on leur propose tous les droits de la garde à vue, ils les connaissent par cœur de toute façon. Et les mecs te regardent droit dans les yeux, te disent de toute façon je veux tout. Sur arteradio.com. Et ils te regardent avec un petit sourire narquois en disant vas-y maintenant va bécaner, va passer 2 heures au téléphone.
Vu la réalité à laquelle on est confronté tous les jours, c'est impossible de rester absolument droit. On peut effectivement de temps en temps être amené à franchir quelques lignes. Il faut savoir garder une certaine morale, une certaine dignité dans ce qu'on fait. C'est ça aussi un mec a un vrai sens policier. Surtout la ville dans laquelle je travaille, un petit supermarché de la drogue au port de Paris. Très très régulièrement, tu vas être amené à interpeller des gamins de 14-15 ans qui ont entre 3 et 6 000 euros cachés dans le slip. Cet argent, tu le trouves dans les compteurs électriques des parties communes des HLM, tu le trouves dans les poubelles, tu le trouves parfois dans les bouches d'égout. Il y a de la thune qui circule en permanence. Très très compliqué de garder la tête froide. J'ai déjà entendu des histoires comme ça, des collègues qui ont roué de coups un mec parce qu'ils ont complètement craqué. C'est la 25e fois de la journée qu'ils se font insulter. Le mec en face, c'est peut-être la 25e fois de la journée qu'il se fait contrôler. Puis tu sens que le niveau de tension est tellement important que, évidemment, ça craque. Donc les erreurs, ouais, certainement, bien sûr qu'elles sont commises. Mais il y a certains collègues qui ont pété des plombs, je le sais. Et ils font un travail de fou tous les jours pour se contenir, pour rester des mecs bien, pour rester des mecs droits. Mais c'est parfois très très dur. Il y a une dose d'incompréhension et de malentendu qui s'est installée depuis plusieurs années, personne n'en est vraiment responsable, t'arrives dans ce boulot, t'es toi-même déjà l'héritier de 50 ans de malentendus. Tu portes l'uniforme, tu mets déjà ça sur tes épaules. Et toi, tu vas être confronté à ça. Toi, t'as l'impression que tu viens d'arriver, que t'as tout à prouver, que t'es un mec bien, tu comprendrais pas pourquoi le mec t'en voudrait, mais il t'en voudra par définition. Parce que son frère, un jour, a rencontré un flic qui lui a mal parlé, parce qu'un jour, il y a une baffe qui est partie. Ou alors, ça peut arriver dans l'autre sens. Un collègue qui arrive dans un commissariat, il va avoir des collègues abîmés, un qui s'est pris une balle, un qui s'est pris des coups, qui a été suivi chez lui. À suivre Qui s'est fait insulter pendant 10 ans. sur arteradio.com. T'arrives là-dedans, t'es aussi l'héritier de cette culture. J'ai un physique de flic, on va dire. Que ce soit ma coupe de cheveux, ma couleur de peau. Je fais flic, je sais que je fais keuf. Mes proches ne le voient pas du tout comme ça. Mais ça se voit parce que je vois comment les mecs me regardent dans la rue maintenant. Je peux passer devant un petit stade, je fume ma clope, je vais jouer au foot avec des potes, mais il y a une bande de mecs qui squattent devant. On va se regarder, moi et eux, et on va tout de suite comprendre. On va tout de suite comprendre qu'on s'est reconnus mutuellement. Enfin, moi je les reconnais, je reconnais rien de particulier chez eux, mais eux m'ont vu. Donc s'ils m'ont vu, c'est qu'ils ont une certaine expérience de la police aussi. Donc forcément, ça instaure un rapport à l'autre un peu particulier, ouais. Moi, je pensais qu'avec le petit vécu que j'avais, la vie que j'avais eue avant d'être keuf, je savais déjà pas mal de choses. J'avais déjà vu 2-3 bricoles, j'avais déjà fréquenté des gens très très différents les uns des autres. Je m'étais dit, je suis pas dupe de pas mal de choses. Et en fait, ça n'a rien à voir. À mesure que tu avances, quand tu bosses, forcément, il y a toute une sorte de grille de lecture qui vient se calquer sur le monde, un truc qui se met entre toi et le monde, et tu le décodes différemment. Je vois des trucs aujourd'hui que je voyais pas avant. Je comprends les choses de manière un peu différente. Quand on passe devant certains types de commerces, par exemple. Le commerce typique de la cité, t'as le kebab, le loueur de bagnole, le petit resto un peu moderne avec des lumières violettes, le bar à chicha tout opaque, avec des vitraux noirs partout, MTV à fond sur tous les écrans. On sait ce que c'est qu'un mec qui prend de la drogue, on sait ce que c'est qu'un mec qui en vend, on sait ce que c'est qu'un mec qui a un bar qui va servir uniquement à blanchir de la thune, la clientèle qu'il y a, les problèmes que ça génère, les poivreaux, les indiques, etc. Ça ouvre un peu les yeux quand même. Je vais dîner avec mon père et je tombe sur un mec qui était en garde à vue chez moi 3 jours avant, pendant 2 jours, donc avec un mec avec lequel j'ai beaucoup parlé, un mec que j'ai traqué d'ailleurs pendant plusieurs mois. C'était un mec qui était assez insaisissable. Et je tombe sur lui comme ça en pleine rue, il vient me saluer, il vient saluer mon père, il pense qu'on est flics tous les deux, donc il l'appelle commissaire ou je sais plus comment il l'appelle, mais c'est bizarre, ça te rappelle à ta vie professionnelle tout le temps, elle se rappelle à toi tout le temps. Je sais pas si ça rend schizo, mais ce qui est certain, c'est que ça a tendance à prendre le pas sur tout le reste. Ça va grignoter des parties de ta vie privée, de ta vie civile,
t'en ressors pas complètement indemne. On n'est jamais complètement étanche. Pour l'instant, ça n'a pas encore abîmé ma capacité à tomber amoureux ou à me faire des potes ou à être détendu. Mais y a des discours de la part de certains de mes amis ou de membres de ma famille que je peux plus entendre, par exemple. Trop angélique, trop naïf, trop candide, ou alors un peu grossier. Tout est beaucoup plus complexe. Tu peux avoir agi pour la bonne cause, avoir fait des trucs terribles, fait des trucs dont tu peux te sentir très très fier, mais qui vont être jugés très négativement par ton entourage. Donc il y a des choses que tu apprends aussi à ne plus partager. Tout est gris en fait, il n'y a plus vraiment de blanc et de noir, il n'y a plus de bons mecs, de mauvais mecs. Arte Radio. Il faut pas que ça se calcifie, il faut pas que ça reste mort au fond de soi et qu'on traîne ça toute sa vie, bien sûr. .com. Mais néanmoins, ça se dépose de plus en plus, ça fait des couches qui s'accumulent, et c'est pas toujours évident de les partager. Mais j'y arrive.